Bienvenue dans ce live où je voulais vous proposer une séance de sophro-coaching. Donc je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Comme d'habitude, je crois que je suis en train de me faire piquer par les moustiques. Comme d'habitude, je me suis pris un peu au dernier moment. Les prochaines fois, promis, j'essaierai de faire plus tôt pour vous proposer ça. Bonjour, bienvenue. Donc on va voir si des personnes se connectent pour profiter de ce moment que j'avais envie de vous proposer, que j'ai mis en place hier. Donc voilà. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et je vous explique rapidement comment ça va se passer. Donc, séance de sophro-coaching. L'objectif, c'est de venir poser votre question, une problématique que vous vivez en ce moment. Je vous aide à voir un petit peu, à prendre du recul par rapport à cette situation, voir quelles peuvent être vos options possibles pour changer ça. Et ensuite, nous ferons un exercice de sophrologie. Aujourd'hui, alors selon vos problématiques, je verrai peut-être d'adapter l'exercice, mais j'avais envie de vous parler de gratitude dans cet exercice-là, de vous proposer de vous reconnecter à votre corps. Donc déjà pour un moment, pour se ressourcer, pour pratiquer vraiment l'instant présent. Revenir au corps, la connaissance du corps, les sensations, etc. Et vraiment avec le thème de la gratitude. Donc j'espère que ça vous parle et que ça vous plaira. Moi, je sais que c'est très important. Pourquoi la gratitude? Parce que en fait, on a l'habitude de focaliser sur toutes les choses qui ne vont pas dans notre vie, tout ce qu'on voudrait changer, améliorer. Et on oublie en fait c'est que notre vie, c'est pas que ça. C'est des moments comme ça qui sont inconfortables. Il y a des pensées qui nous ramènent à ça régulièrement. Mais là, tout de suite, on est toujours bien en fait. On est toujours en sécurité. Là, dans ce moment-là, notre problème, quel qu'il soit, n'est pas forcément d'actualité. Il n'est pas dans le moment présent. Il n'est pas forcément dans notre corps. Parfois, il peut être dans notre tête, mais pas toujours palpable matériellement là tout de suite. Donc voilà, l'objectif, c'est de travailler ça, puisqu'on le fait très très bien de manière négative. Aujourd'hui, on va venir le travailler, l'expérimenter, le ressentir, mais de manière plutôt positive, dans la gratitude. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a Marlène, si je ne me trompe pas, qui est connectée. Est-ce que, Marlène, tu aurais une question, une problématique que tu aurais envie de partager pour qu'on puisse travailler dessus? Profite de ce moment sur Facebook. Est-ce qu'il y a des questions? L'objectif, quand je pose, quand on parle d'une problématique, c'est pas forcément de venir vous solutionner la problématique justement, mais c'est vraiment, vous voyez comment je transforme les pensées, comment on peut observer, prendre du recul. C'est surtout ça, prendre du recul, voir qu'en fait, ce sont nos croyances et nos conditionnements qui nous font agir d'une certaine manière, qui nous font même ressentir vis-à-vis de la situation d'une certaine manière qui n'est pas forcément agréable, et que quand on prend du recul, alors c'est valable quand on parle des enfants, très souvent on interprète leur action comme quelque chose de chiant, d'insupportable, et en fait quand on prend du recul, on se rend compte qu'on voit les choses différemment, déjà on s'apaise, on revient dans ce moment présent, et ça change beaucoup de choses. Alors, comment démarrer mon activité? Alors, je ne sais pas ce que tu fais comme activité. Après, c'est pas mon domaine d'expertise. Il y a des coachs qui aident les entrepreneurs à démarrer leur activité. Donc là, elles seront certainement plus à même que moi à répondre. Moi, mon expertise, c'est plutôt l'épanouissement personnel et autour de la parentalité, de la périnatalité, pas forcément sur l'entrepreneuriat, mais bon. On peut quand même se questionner, en tout cas, quelle est ta problématique par rapport au fait de démarrer ton activité? Qu'est-ce que déjà, quand tu parles de démarrer ton activité, est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tu as des peurs qui remontent? Est-ce que tu as... quelles sont toutes les pensées, en fait, qui te viennent par rapport à ça? Coucou Marie, bienvenue! Contente que tu sois là. Je disais qu'aujourd'hui, la séance, donc... l'objectif est de pouvoir poser une question justement, donc profite si tu as une problématique là ou une question pour aujourd'hui, et ensuite nous ferons un petit exercice. Ah, je ne pourrai pas rester, c'est pas grave, ça sera le replay.
Tu veux faire un petit exercice après sur la gratitude, sur le moment présent. Alors, Marlène dit, je suis bloquée. Ok, tu es bloquée. La mise au démarrage. Ok, tu es bloquée. Donc, du coup, tu peux pas faire d'action. Et qu'est-ce que du coup... Donc, tu es bloquée. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps à ces moments-là? L'objectif, en fait, c'est vraiment de se rendre compte de toutes les pensées qui sont en train peut-être de... Oui, il y aura le replay, Marie. L'objectif, c'est de voir toutes les pensées, en fait, que tu as par rapport au fait de se mettre en action, en fait. Donc, la mise au démarrage, tu dis, quelles sont toutes les pensées que tu as à ce moment-là? Parce que tu vas pouvoir identifier, en fait, qu'il y en a certaines qui sont en mode scénario catastrophe. Du coup, ça vient en lien un peu avec ce dont je parlais tout à l'heure, qu'on voit tout en noir, on voit tout en négatif. Et est-ce que c'est par rapport à toutes ces pensées? Donc tu peux prendre d'ailleurs un carnet et écrire toutes les pensées qui te viennent par rapport au fait de démarrer son activité. Quelles sont les peurs que tu peux identifier dans ces pensées-là? Est-ce que c'est à propos de toi? Est-ce que c'est à propos des autres? Est-ce que c'est à propos de ce qu'on peut penser de toi? Est-ce que c'est à propos de l'activité en elle-même? Est-ce que c'est... Il y a plein en fait de domaines comme ça que tu vas voir, que tu vas identifier par rapport à la créativité bloque. D'accord. Alors en fait, ça, c'est une croyance. Tu penses que tu n'as pas de créativité ou qu'elle est bloquée. Et en fait, plus tu crois ça, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Tu peux me dire d'ailleurs si tu as quel sentiment tu ressens et quelles sont les sensations. Pas de mouvement en action. Donc tu ne fais rien. Mais ça vient donc d'une énergie qui est plutôt négative, puisque du coup, tu as le sentiment d'être bloqué et ça ne te rend pas service. Maintenant, ça, c'est une croyance. Tu peux aussi en changer et le voir autrement. Imagine que, au contraire, ta créativité, en fait, elle demande juste à jaillir de toi. Comment tu te sens si tu te dis ça? Que ta créativité, elle est là, en fait. Elle est juste à portée de main. Tu peux le faire par jeu. Tu peux t'inspirer de ce qui t'entoure. Par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup d'observer en fait le monde. Vous le voyez quand je vous fais des stories, quand je vous fais, c'est vraiment ce que je vis avec ma fille, ce que je peux observer au parc, dans les magasins, voilà, dans ma vie en fait au quotidien. Tu parlais de mouvement en plus, ben, la vie, elle est en mouvement tout autour de nous. Il suffit, la créativité, ça part de là en fait. C'est juste d'être conscient. Et donc l'exercice qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs va aider pour ça, parce que revenir en tant qu'observatrice, d'être dans son corps, d'être dans le moment présent, ça permet d'observer, sans forcément juger, mais juste d'observer ce qui se passe et d'être plus en alerte. Et là, en fait, on peut se dire, donc ça peut être une pensée que tu peux intégrer en te disant, ben voilà, en fait, plutôt que de croire que ma créativité est bloquée, de se dire, ben en fait, non, la créativité, elle est partout. Et il me suffit de piocher dans tout ce que je peux observer tout autour de moi, dans ma vie, dans la vie des autres, dans ce qu'on me raconte. Parfois, moi, je vous prends des exemples par rapport à une histoire qu'une maman a pu me raconter, ou par rapport à ce que mes amis peuvent me raconter, ou par rapport à ce que je peux lire. Peu importe, en fait, c'est tout ce qu'on observe qui va me servir en fait à me dire ah ben voilà, là aujourd'hui je peux faire un réel dessus, aujourd'hui je peux faire une vidéo, aujourd'hui j'ai très envie de faire un live, une story, voilà. En fait on va pouvoir comme ça se servir de notre environnement en fait, et on se rend compte que la créativité, il n'y a pas besoin non plus de faire des choses farfelues. Des fois on voudrait être créative, peut-être que c'est ton cas. Moi ça m'est déjà arrivé de me dire ah ben voilà, il y en a qui ont des noms, qui trouvent des noms pour leur entreprise géniaux, enfin c'est des noms trop bien, c'est bien trouvé. Il y en a qui je me dis ah ouais, eux, il a une trop bonne idée, c'est le truc machin. Mais en fait la créativité, c'est pas forcément d'avoir le truc révolutionnaire, ça peut être juste des petits trucs comme ça. C'est déjà de la créativité. Créer quelque chose, c'est déjà être créatif en fait. Et parce que ça part de nous, ça part de notre énergie, ça part de notre point de vue qui n'est pas forcément celui de tout le monde, qui ne veut pas dire qui est le seul, mais qu'on a envie de partager. Et déjà, ne serait-ce que partager ce qu'on a dans la tête, c'est déjà de la créativité. Et après, juste à savoir qu'est-ce qui nous met le plus en joie. Est-ce qu'on a envie de le faire
avec une story? Est-ce qu'on a envie de le faire en direct, en présentiel quelque part? Est-ce qu'on a envie... Voilà, il y a plein de possibilités finalement. Euh, voilà, j'espère que ça t'aura donné quelques pistes à explorer et vraiment de revenir parce que là, si tu es bloqué, c'est le côté émotionnel, c'est le stress qui vient en fait te mettre en position freeze. En fait, tu peux plus bouger, tu fais plus rien parce que tu penses que tu n'as pas assez de créativité ou que tu vas pas savoir ou autre, et du coup, bah, tu es bloqué. Donc dis-toi, peu importe en fait, je sais que je vais trouver la créativité. Déjà, si tu changes ça, tu vas voir que tu vas débloquer plein de choses. Merci, oui. Bon, super alors. Donc n'hésite pas à voilà, observer. Vraiment, je trouve que pour moi, alors toi, tu me parlais plus de créativité, moi je te parle d'inspiration finalement quand je te dis de t'inspirer de l'environnement. Mais je pense que c'est vachement lié parce que quand tu as l'inspiration en étant ouverte à ce qui se passe autour, en fait, la créativité, elle coule de source. Il n'y a pas besoin de se dire faut que je débloque ma créativité ou il faut... Non. Et déjà, il faut rien du tout. C'est juste, j'observe, je me laisse traverser par ce qui se passe tout autour. Coucou Lucie, bienvenue. Si tu as aussi une question à poser, une problématique, comme ça on pourra aussi observer, essayer de se poser des questions. Et je reviens Marlène, du coup j'ai pas terminé parce que je parlais d'émotionnel. Et en fait j'ai bifurqué, donc je ne suis pas restée sur ce sujet-là. Mais vous le savez, je vous parle très très souvent que les émotions, il faut vraiment les accueillir. Donc quand tu sens que tu es bloqué, quand tu te dis, bon allez aujourd'hui, alors je sais pas si tu travailles en ligne, si tu travailles pas en ligne, voilà, si c'est plutôt en présentiel et quelle est ton activité, mais quand tu te dis, ah ben voilà, je suis en train de bloquer, que tu vois, que tu t'observes en train de penser ça, tout de suite reviens dans ton corps. Tout de suite. Parce que plus on se met la pression, plus on se bloque, on se contracte à l'intérieur. Et donc, quand on observe ça, qu'on vient, on va voir que le corps, par lui-même, il va relâcher en fait. On n'a rien besoin de faire. Et ça, c'est quelque chose, je vous en parlerai d'ailleurs, je vais faire un petit réel, je pense, sur ça pour pas que ce soit trop long et en explication, mais je vous le dis ici aussi. Moi, quand j'ai commencé la sophrologie, je m'étais dit, ouais, la sophro, trop bien pour la gestion des émotions. Et puis, j'avais du mal à comprendre en quoi elle nous aidait réellement à gérer les émotions. Mais j'ai compris au fur et à mesure de la pratique et de l'entraînement que finalement, il n'est pas question de gérer les émotions. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps, c'est vivre ses émotions, se laisser traverser par ses émotions, c'est accueillir les émotions. Et la sophrologie, ce qu'elle va nous aider à faire là-dedans, c'est à prendre conscience dans quel contexte je vis telle situation, dans qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je vis telle ou telle émotion. Est-ce que je ressens la même chose quand je vis de la colère ou quand je vis de la peur ou quand je vis de la joie Quelles sont ces sensations dans mon corps? Comment ça se passe? Comment ça bloque pas? Comment ça se détend? Et en fait, c'est juste de revenir à soi. Donc il y a une part de je prends conscience, juste je prends plaisir en fait à observer mon corps, à observer les situations. Mais ça, c'est pas dans le moment, c'est en amont ou après avoir vécu une situation, se dire ok, je vais aller observer qu'est-ce qui s'était passé, prendre conscience de tout le contexte, de ce qui m'a, l'événement en fait qui a fait que ça a été déclencheur vraiment de l'émotion, et se dire est-ce que avant ça j'étais pas déjà un peu tendue, ce qui fait que ça a augmenté en fait l'état émotionnel. Et là, je pense notamment aux relations avec les enfants. Souvent on dit oh là là, il est insupportable, il m'a poussé à bout. Est-ce que c'est vrai que l'enfant nous a poussé à bout? Non, parce que l'autre ne peut pas nous faire sentir une émotion. C'est nous-mêmes avec nos filtres et nos interprétations, nos blocages, nos blessures, plein de choses, qui fait qu'on va ressentir une émotion. Mais c'est pas l'autre. L'autre, il est juste là, ça a été un stimuli, ça a été un déclencheur, mais c'est pas vraiment lui. Parce que dans une toute autre circonstance, avec un autre contexte, peut-être en admettant que par exemple nous sommes hyper relax, on s'est bien ressourcé, on est bien détendu, donc du coup on a plus de patience, etc. La même action peut ne pas du tout nous toucher. Et à l'inverse, un jour où on est très tendu, on a un problème au travail, on s'est engueulé avec le conjoint, j'en sais rien, plein de choses, l'action du petit à ce moment-là, il va nous faire vriller totalement.
Mais est-ce que c'est l'enfant qui nous a poussé à bout? Non, lui, il était juste là, le petit cheveu sur la soupe, qui est arrivé, qui a fait déborder, voilà, là j'ai mélangé deux trucs, mais voilà. C'est la petite goutte qui a fait déborder le vase, en gros, mais c'était pas lui qui était vraiment à l'origine de ça. C'est ce qui était déjà à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important déjà de prendre soin de son intérieur, de son monde intérieur. Donc, il y a ces deux axes vraiment en dehors, on va dire, des moments émotionnels, où on va surtout revenir, apprendre à être dans notre corps, à observer notre corps, à accueillir. Et du coup, plus on fait ça, plus on se connaît. Et ce côté analyse mais sans jugement, juste pour prendre conscience, de dire, ok, quand il se passe ça, en fait, il y a eu tel élément déclencheur. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu en colère déjà. Alors que la dernière fois, la même chose, je me suis sentie comme ça. C'est vrai que ça m'a agacée, mais j'ai pas eu la même réaction. Donc là, on prend conscience. Ok, bah peut-être que la prochaine fois, je pourrais, à tel moment, quand je me sens comme ça, savoir que c'est la balise. Là, je mets voilà un petit drapeau. C'est que je dois prendre du recul et je reviens après quand je suis un peu plus apaisée, avant d'exploser. Et après, quand on est dans le moment, là, c'est juste revenir au corps. Donc pour en revenir à ce que tu disais, Marlène, quand tu bloques, reviens dans ton corps. Observe ce qui se passe, juste sans rien chercher, juste pour être là et te dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment je me sens. Et une fois que tu te sens apaisé, tu passes à l'action. Est-ce que Lucie, du coup, tu as aussi une question? Parce que je parle. Coucou aussi, tout ce qui brille. Ahmad, bienvenue. Si vous avez des questions, profitez-en après. Ok, merci. Avec plaisir. Ouais, si vous avez des questions, profitez. Ensuite, je vous proposerai le petit exercice. Souvent, on s'attend vraiment à faire des choses de fou, de vouloir maîtriser les choses. Vraiment, je reviens à cette idée de vouloir gérer les émotions avant et que je comprenais pas. Je me disais, oh là là, on dit que la sophro, c'est... Alors, j'y croyais, j'y croyais. C'est pas que j'y croyais parce qu'il n'y a pas vraiment de croyance à avoir vis-à-vis de la sophrologie. Hein. C'est du pratique, c'est revenir dans le corps. Hein. On fait rien de particulier. Dans le sens, c'est pas farfelu parce qu'il y a beaucoup de personnes, non mais moi il faut y croire, non, parce que moi j'y crois pas, mais en fait il n'y a rien de particulier à croire ou ne pas croire, c'est juste je pratique, je ressens mon corps. Votre corps, vous y croyez qu'il existe, qu'il est là sur Terre, donc bon voilà, partant de là, vous croyez que vous avez des pensées, que vous pouvez être observateur de vos pensées, donc voilà, vous pouvez pratiquer la sophrologie sans vous dire je crois pas du tout que ça va marcher. Donc juste pour dire que moi j'étais comment dire, pas dire, donc croire aux bienfaits, mais en tout cas, j'étais convaincue voilà, que les bienfaits étaient là, parce que je l'avais observé sur moi quand j'avais fait des cours pour moi-même. Et mais je me disais, comment je vais vraiment les aider à gérer donc leurs émotions, quand je le disais comme ça. Et puis finalement, je me suis aperçue vraiment, c'était juste ça, revenir dans le corps et ce deux travail, comme je vous disais, le côté en amont et le côté dans le moment. Je reviens dans mon corps et je laisse l'émotion me traverser. Et je suis... Parce que quand on est dans cette écoute et dans notre corps, finalement, on n'est pas dans la réaction. Parce qu'on est déjà en train de faire quelque chose. On est déjà en train d'observer. Donc on ne va pas être dans... on se laisse traverser, on n'a pas peur et on n'agit pas de manière irréfléchie à cette émotion-là, en mode réaction. Mince, je touche la souris de Facebook alors que c'est sur Instagram que je voulais lire le commentaire. C'est très gentil. Pour le moment, j'écoute, ça me plaît beaucoup car je me suis toujours dit que j'avais décidé que je devais aider mon enfant de 5 ans, mon fils de 5 ans, à gérer ses émotions car il réagit souvent avec impulsivité. Alors à 5 ans, déjà, c'est normal puisque les enfants, ils n'ont pas cette capacité de se raisonner. Donc eux, ils agissent de manière instinctive et primitive qui est donc les réactions qu'on entend quand on vit un stress. Et c'est donc la même chose pour les émotions puisque une émotion, c'est un état de stress intérieur et même pour la joie. Parce que souvent, on entend les émotions, pareil, négatives. Je n'utilise pas ce terme parce que elles ne sont pas négatives. Elles sont toutes positives, nos émotions, et elles sont toutes très utiles. Elles nous indiquent que quelque chose ne va pas. Donc, on doit les prendre en considération. On ne doit pas vouloir les renier.
je me fais attaquer par un moustique, les renier, les refouler, etc. C'est vraiment, on est dans le corps, on les accueille parce qu'elles viennent nous délivrer un message. Donc elles sont trop importantes pour dire qu'elles sont négatives. En fait, excusez-moi. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire donc par rapport à ça? C'est que on a ces 3 réactions, généralement, même il y en a 4. On va avoir la combativité, d'un coup on va vouloir combattre. Donc lui, quand il a sa décharge dans son corps, cette décharge-là, il a 2 manières de l'utiliser, donc d'adrénaline, pour faire face aux stimuli qu'il y a à l'extérieur, à ce stress. Il va soit être dans le combat, donc il va vouloir taper des mains, taper des pieds, il va vouloir courir, tout dépend où est déchargé aussi le cortisol, enfin l'adrénaline, le cortisol dans le corps, ça va être plus dans les bras, donc il va vouloir plutôt combattre comme ça avec les bras. Si c'est plutôt dans le bas du corps, il va vouloir plutôt ça va être pour le préparer à fuir, donc tout dépend ce que son inconscient et son côté primitif a prévu pour lui, ou alors si c'est vraiment très 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 intense, il va être sidéré, et donc là il va être bloqué sur place. Et la joie, c'est ça que je voulais dire, c'est que la joie, elle crée aussi une tension dans le corps. C'est pas une tension, c'est pas une émotion pourtant qu'on pourrait dire négative. C'est une émotion qui est agréable, qui est que tout le monde a envie de ressentir en tout cas, contrairement aux autres. Et pourtant, elle crée une tension. Un mariage, c'est tellement de joie, mais à la fois, c'est aussi tellement de préparatifs. Et puis, dans notre corps, il se passe quelque chose aussi. C'est pas les mêmes choses, mais il se passe aussi quelque chose qui fait réagir notre corps. Et bien sûr, ça n'a pas le même impact. Mais dans tous les cas, on revient au corps. Et donc, à 5 ans, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a vraiment pas encore cette capacité comme nous, on peut l'avoir. Et encore, on peut l'avoir. Je ne dis pas que tous les adultes l'ont finalement quand on les observe, d'être observateur de cette émotion. Eux, ils vont se laisser vivre par l'émotion, traverser par cette émotion et aller en réaction pour leur survie en fait. Ils n'ont pas encore cette capacité à venir observer l'émotion et se dire ok, c'est juste une émotion, je suis en sécurité, je peux choisir consciemment ce que je veux faire de cette émotion. Ça, c'est un adulte qui va réfléchir comme ça, un adulte qui a conscience de ses émotions, qui a une certaine intelligence émotionnelle, qui sait ce que veulent dire ses émotions derrière, comment réagit son corps, comment il peut trouver une stratégie qui soit acceptable pour le respect de lui-même, de l'autre. Donc ça vient qu'à partir de 6-7 ans. Et même à 6-7 ans, il faut avoir aussi en tête que l'enfant va avoir besoin de répéter pour que vraiment ça devienne plus automatique. Et il n'y a qu'à voir les adultes pour comprendre que c'est pas forcément toujours facile. D'autant qu'on n'a pas eu, nous, je pense, beaucoup des adultes, cette éducation-là à l'émotion. On n'a pas eu cette éducation à comprendre nos émotions, savoir les vivre. On nous disait mais non, calme-toi, ça va aller. On essayait tout le temps de vite nous rassurer, de détourner notre attention. Enfin, donc, on ne pouvait pas vivre nos émotions et on ne nous a pas appris vraiment des stratégies adaptées finalement. On nous disait arrête de pleurer, arrête de crier, tu me tapes pas. Mais est-ce qu'on nous disait ok, tu peux... non, déjà, ouais, ok, je vois que tu vis telle émotion, c'est compliqué pour toi, je le comprends. Et je suis là, je t'aime. Non, on nous a pas dit ça. On nous a pas dit, ok, une fois que la vibration est passée de cette émotion, dire, ok, là j'ai vu que tu étais très contrarié. Est-ce que tu veux me dire de quoi tu avais besoin? Ou nous-mêmes, c'est notre travail en tant qu'adulte d'aller comprendre, de dire, j'ai eu l'impression que tu avais besoin de telle chose, est-ce que tu veux, voilà, essayer de comprendre et de l'accompagner en disant, ok, la prochaine fois, sous forme de jeu par exemple, dire, on peut mimer en fait la même action et dire, montrer comment il aurait pu agir. Il va pas le faire tout de suite, peut-être que oui, il y a des moments où peut-être qu'il aura la lucidité ou l'émotion peut-être sera pas aussi intense et il va réussir à utiliser ce qu'on lui a proposé, mais avant 6-7 ans, c'est peu probable. Et donc, il y a des personnes qui peuvent se dire, oui, mais je fais que lui dire, je fais que être dans l'accueil des émotions, mais ça continue. Et quand on est dans cet accueil, les enfants ont tendance à encore plus, du coup, exprimer leurs émotions, forcément, puisqu'ils ont l'habitude d'être entendus et accueillis avec leurs émotions. Donc, plus que les enfants qui sont réprimés, qui, eux, apprennent très vite à réprimer leurs émotions, du coup, eh ben, les enfants qui sont écoutés et accueillis là-dedans, ils vont être très expressifs. Et ça peut faire croire aux autres en disant non, mais en fait,
accueillir les émotions, ça sert à rien, quoi. C'est encore pire. Mais non, c'est pas encore pire, en fait. C'est pas du tout encore pire. Et donc même jusqu'à 6-7 ans, je disais, quand ils vont commencer à le faire, tout ce qu'on leur aura répété, montré, nous l'exemple qu'on aura vécu, qu'on aura joué, qu'on aura mimé des situations, tout ça, c'est intégré. C'est comme tout le reste, en fait. Tout le reste, ce sont des conditionnements. Souvent, je vous parle de nous déconditionner, de nos croyances, tout ça. Mais en fait, même quand on va se déconditionner, aujourd'hui en tant qu'adulte, on va se reconditionner. Parce qu'on ne peut pas rester avec un trou, un vide. Si on efface quelque chose, en fait, on va le remplacer. Donc quand on parle de se déconditionner, on dit on va se reprogrammer, en fait. Et bien l'enfant, c'est pareil. Il a tout ce côté où il est programmé. Donc il peut être programmé de manière comme nous, on l'a été très très loin de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ou au contraire, avoir intégré, tout comme il a appris tout le reste, il a appris à parler sans qu'on ne lui dise tu dois dire maman, tu dois dire papa, tu dois... Non, il a entendu. Tout, il a entendu. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement, à quoi bon insister sur tu dois dire bonjour, tu dois dire merci. Soyons l'exemple. Disons bonjour régulièrement, demandons comment ça va, soyons polis nous-mêmes avec les enfants, parce que combien d'adultes ne sont pas forcément polis avec les enfants en plus. Moi, il y a plein de fois où ça me heurte l'oreille en disant mais... Et là, l'adulte, il dit pas s'il te plaît ou non, va chercher ça. S'il te plaît. Non, à l'enfant, on ne lui fait que lui répéter. Donc c'est pour dire que juste soyons l'exemple. Et pour les émotions, c'est pareil. Soyons l'exemple et il va l'emmagasiner. Tout comme sa langue maternelle, il l'a emmagasiné sans qu'on lui dise, il faut que tu parles. Oui, après, à l'école, on apprend la grand-mère, tout ça pour pouvoir... la grammaire, pour apprendre à écrire correctement, à faire moins de fautes. Voilà, j'en fais beaucoup. Mais... Et en fait, tout ça, c'est après. La langue maternelle, elle a juste été imprégnée. Eh bien, c'est pareil. L'émotionnel, c'est pareil. On va être l'exemple. Il va emmagasiner, créer ces connexions-là. Et quand il aura la capacité de pouvoir les mettre en place, il les aura. Et ça sera un cadeau merveilleux. Donc l'impulsivité à 5 ans, c'est assez normal, j'ai envie de dire. Je dois plutôt l'aider à accueillir ses émotions. Merci de m'avoir éclairé sur ce sujet. Exactement, c'est ça. Juste l'aider et en fait leur faire comprendre que leurs émotions, elles ont un but. Donc ça, on peut en parler en dehors. Pendant l'émotion, ça sert à rien de lui dire là, tu es en train de vivre telle émotion parce que du coup, je t'ai dit ça et que tu étais contrarié, que j'ai dit ça. Non. Bon, on a tendance à le faire, mais parce que même quand on est dans cet accueil, dans cet accompagnement, on a envie de faire ça, mais c'est pas forcément utile. Non. Après, oui, c'est comme nous adultes. Après, en dehors de la crise, en dehors de l'émotion, on peut en discuter. Qu'est-ce que tu as ressenti là? Ou quelle était la dernière fois? On peut faire des jeux. Quelle était la dernière fois où tu as vécu telle émotion? Et de lui-même, il va savoir dire en fait. Donc on peut parler autour de ça, mais dans le moment, juste on accueille. C'est tout. Merci Aurélie, je regarderai le replay. Yes. Tu me feras un retour avec plaisir. Ah, c'est exactement ça, j'ai l'impression que plus je l'écoute et je le comprends et je l'aide à accueillir ses émotions, c'est ça, qu'il sente qu'il est en sécurité, même quand il vit son émotion. Ça l'aide à aller au bout et ça l'aide à dépasser aussi certaines peurs en se disant c'est qu'une émotion en fait qui est là, c'est très très inconfortable, mais après tout va bien, je suis toujours là, j'ai toujours envie, il y a toujours maman et voilà. Plus sa réaction est vive, je me dis souvent finalement que je l'aide. Vraiment, est-ce que c'est nécessaire? Mais finalement, je suis désolée, j'ai un truc dans la gorge qui me pique. Oui, ça va finir à porter ses fruits totalement. Avec plaisir. Merci, ça m'éclaire pour ma fille. Ah ben top, Marlène, je suis contente que ça puisse aussi te servir. Mais alors, dans quel sens ça t'aide? Parce que c'est vrai que vraiment, on entend beaucoup de choses par rapport aux émotions. Alors, dernièrement, je vais vous partager d'ailleurs quelque chose que je trouve vraiment qui m'a fait vivre beaucoup de colère. J'ai le ventre qui s'est noué, la gorge qui s'est nouée. J'ai eu vraiment un sentiment de... Comme si la soupape, là, elle était en train de faire un... Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, d'entendre encore des trucs comme ça. Venant de psychologues, en plus, qui sont censés être dans... Ouais, dans l'aide, dans l'amour, dans le respect. Bon, après, bon...
j'allais dire peut-être comme il y a cette notion de devoir garder la distance selon les formations peut-être de psychologue, après je ne sais pas parce que je n'ai jamais fait d'école de psychologie, donc voilà. Elle a 20 ans et j'ai oublié de l'écouter. En même temps, si nous-mêmes on n'a pas appris ça et qu'on ne nous l'a pas offert, c'est difficile d'offrir à quelqu'un ce que nous-mêmes on n'a pas offert et qu'on ne s'offre pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que accueillir les émotions des enfants c'est important, c'est génial, mais si nous-mêmes on n'accueille pas les nôtres, on ne peut pas être... et là où je voulais revenir d'ailleurs avec cette histoire de psy que je vous parlais, on ne peut pas être dans l'empathie. Comment dire ok, je t'aime inconditionnellement, je t'aime même quand tu es en colère, même quand tu hurles, quand c'est compliqué, alors que nous, on est déjà à l'intérieur, c'est la folie. Bah forcément, ça va clasher parce qu'on a l'émotion de l'autre en face, on a la nôtre, on ne sait plus quoi en faire, ça crie dans tous les sens, c'est pas faisable. Alors que si on est dans l'amour de nous-mêmes, dire ok, là je suis en colère, je m'aime quand même et je ressens ça, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça s'apaise et là je peux accompagner mon enfant. Mais si moi-même je ne suis pas dans cette capacité, dans cet apaisement intérieur, cette sécurité intérieure, je ne peux pas être stable face à l'enfant dans le sens où je suis là pour toi. Donc il ne peut pas forcément se sentir sécurisé à ce moment-là aussi. Et bien sûr, là je vous parle de situations dans l'idéal. Parce qu'après, on prend en compte, comme je disais, si on a passé une super mauvaise journée, ça ne veut pas dire que notre enfant doit prendre pour notre mauvaise journée, pas du tout. Mais si on en a conscience, on peut comprendre que là, on n'a pas cette patience et qu'on a besoin de revenir à nous pour aller vers eux. C'est hyper important. Et donc, je parlais d'empathie. En ce moment, il y a beaucoup de je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux, mais il a été relaté en fait aux États-Unis, je crois que c'est dans le Missouri, ils ont acté que les professeurs à l'école pouvaient de nouveau taper les enfants pour les punir en fait d'une action, que les parents sont d'accord avec ça. Je trouve ça, je le dis avec le sourire, mais c'est vraiment pas drôle du tout, quoi. C'est horrible de se dire qu'à l'école, c'est normal de taper un élève en fait. Et que les parents, parce qu'en plus il y a une grande différence entre, d'ailleurs je vais vous mettre un réel plus tard là sur quand c'est la crise qu'on a craqué, c'est une grande différence entre avoir craqué parce qu'on s'est laissé emporter par notre émotion et notre réaction primitive, comme on l'a vu un peu plus tard, donc des enfants de 5 ans qui ont cette réaction-là. Donc, même si on tape son enfant à ce moment-là, et je suis contre, vous le savez, totalement, mais avoir une réaction comme ça, émotionnelle, et s'excuser, dire « Mon Dieu, je suis désolée d'avoir fait ça, je n'aurais jamais dû faire ça, ça a été malgré moi », être très très mal de cette action, et autoriser, donc pouvoir réparer, travailler là-dessus et tout, voilà, c'est important, d'avoir cette conscience-là. Et de l'autre côté, on a de l'autre côté du monde, des personnes qui autorisent les enfants à être punis de manière violente, physiquement, en étant tapés. Donc là, c'est un acte volontaire. C'est pas, ça a été une réaction que je n'ai pas maîtrisée à ce moment-là. Ça a été un réflexe. Non, là, c'est pas un réflexe. Là, c'est ok, viens là, t'as fait une bêtise, allez, paf, je te tape. C'est, voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça de l'autre côté du monde? Parce que petit à petit, là, en France, beaucoup de personnes, et donc je parlais d'un psy là qui commence à être médiatisée dans les réseaux que ce soit à la télé ou à l'écrit dans les journaux, enfin voilà, qui démonte en fait l'éducation positive en parlant de punition positive. Si c'était le cas, ça ferait longtemps qu'il y aurait plus, comme on dit, de prisonniers, hein, si les punitions étaient vraiment si efficaces que ça. Même aussi positives soient-elles, je vois pas en quoi elles peuvent être positives une punition. Et quel serait le degré? Alors à quel moment on dit ok, ça c'est positif, ça c'est pas positif? Et en fait, petit à petit, le problème de ça, chacun a sa vérité. Mais le problème de ça, c'est que plus on va entendre ce discours qui est déjà revenir dans le respect de l'enfant, l'écoute de l'enfant, l'empathie, là, on va avoir un gros problème parce que c'est déjà compliqué d'expliquer aux gens qu'on peut faire autrement que ce que nous avons vécu.
que si des nouvelles personnes viennent et se moquent ouvertement, tapent sur l'éducation respectueuse des enfants, c'est catastrophique. On va finir alors bientôt, comme aux États-Unis, à revoter pour que les enfants soient tapés à l'école. Donc j'avais vraiment une énorme colère. Et donc, il y avait ce côté, donc déjà de dire punition positive, que l'éducation positive c'est un peu n'importe quoi, c'est complètement irréel, voilà. Et carrément là, dernièrement, c'est qu'on doit arrêter d'être dans l'empathie pour les enfants. Alors que l'empathie, c'est la base, l'amour, l'empathie, le respect, pour moi, ce sont les bases de mon relationnel, mais pas qu'avec mes enfants. Enfin, ma fille, parce que j'en ai qu'une, mais pas qu'avec les enfants. C'est la base relationnelle avec tout le monde. L'empathie, l'amour et le respect. Et je trouve ça vraiment grave que n'importe quelle en fait personne, et encore plus des professionnels, qui disent que les parents doivent arrêter d'être empathiques avec leurs enfants, qui doivent arrêter d'écouter leurs émotions, qui doivent arrêter d'être voilà, qui doivent c'était le terme sécher leur cœur quoi. C'est horrible de parler comme ça. Bref, je finis cette parenthèse. Je sais pas s'il y a d'autres commentaires. Revenons justement à notre corps, à l'amour et à la gratitude si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis désolée, je suis partie du coup dans des explications. Voilà, je sais pas Lucie du coup si tu as d'autres questions même par rapport à l'émotion, aux émotions des enfants. Je sais pas même vous-même comment vous avez tendance à accueillir vos émotions. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous êtes dans cette empathie? Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans cette empathie en disant il fait toujours de son mieux mon enfant et moi aussi je fais de mon mieux là où j'en suis aujourd'hui? Alors en attendant, je vous explique un petit peu ce qu'on va faire là pour cet exercice. Je vous invite à vous installer donc de manière confortable. Ça peut être assis sur une chaise, on peut tout à fait être confortable et se faire ce travail-là assis. D'ailleurs, moi, je préfère pratiquer assis pour éviter de s'endormir parce que quand on est allongé, si on a vraiment besoin de sommeil ou de repos, on peut facilement tomber dans le sommeil. Donc l'objectif là, c'est vraiment d'être consciente de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si c'est OK pour vous, on va démarrer. Alors, je vous invite donc à fermer les yeux pour vous recentrer dans votre monde intérieur. Et petit à petit, vous pouvez vous couper des stimuli. Extérieurs. Vous pouvez prendre conscience que vous êtes ici et maintenant posé sur le support. Prenez conscience de vos points d'appui. Et votre mental s'apaise, vous laissez passer les idées, les pensées, les sons parasites. Vous pouvez porter attention à votre respiration sans chercher à la modifier. Simplement pour être consciente de son rythme, son mouvement. Et nous pouvons faire un premier état des lieux, observer comment nous nous sentons dans cet instant, sans chercher à juger, interpréter. Soyons simplement dans l'écoute, l'observation.
au niveau de notre tête. De notre cuir chevelu. De notre visage. Accueillons toutes les sensations, sans jugement, sans a priori, comme pour la première fois. Observons les sensations dans la gorge, la nuque, les épaules. Dans vos bras. Et vos mains jusqu'au bout des doigts. Observez les sensations. Accueillez la présence de chaque partie de votre corps au fur et à mesure. Votre cage thoracique, le haut du dos. Observez les sensations dans votre ventre, la présence de votre ventre, le bas de votre dos. Vous pouvez sentir votre bassin, vos hanches, vos muscles fessiers qui se relâchent. Et vos jambes. Jusqu'au bout des pieds. Et votre corps tout entier est maintenant bien présent. Du sommet du crâne jusqu'à la pointe des orteils. Dans cet état de conscience et sans jugement, je vous invite à penser à toutes les choses merveilleuses que vous avez dans votre vie. Ce peut être des choses en général ou des choses peut-être que vous avez vécues ces dernières heures, ces derniers jours. Et une fois que vous avez observé ces quelques événements, ces quelques situations, ces quelques faits pour lesquels vous pouvez ressentir beaucoup de gratitude, je vous invite à observer comment se manifeste cette gratitude dans votre corps. Comment vous la ressentez? Où est-ce que vous la ressentez? Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est dans la tête, dans le ventre, dans la gorge, la cage thoracique? Observez comment elle se manifeste dans votre corps. Et une fois que vous la ressentez,
Une fois que vous en avez conscience, je vous invite à amplifier ce sentiment pour le diffuser dans tout votre corps, dans chaque cellule. Ressentir la gratitude dans toutes les petites parcelles de votre corps, jusqu'à la toute petite cellule. Et pour ça, vous pouvez vous aider de la respiration. En inspirant profondément, vous imaginez que cette gratitude, cette sensation que vous percevez, s'amplifie, s'agrandit, s'expand partout dans votre corps. Et quand vous expirez, vous la faites gonfler davantage et vous la réintégrez partout dans votre corps, vous la diffusez partout dans votre corps. Encore une fois, vous inspirez pour la faire grandir. Et vous expirez pour la diffuser, pour l'amplifier. Je vous laisse quelques instants pour faire à votre rythme ces respirations, pour amplifier ce sentiment de gratitude, la diffuser dans votre corps. Et sur un dernier cycle respiratoire, je vous invite à amplifier davantage ce sentiment, peut-être qu'il s'agrandit autour de vous. Et sur l'expiration, vous allez l'envoyer comme un rayonnement tout autour de vous et tout autour de la Terre. Et vous pouvez prendre quelques instants pour accueillir les sensations dans votre corps. Accueillez ce qui se manifeste, sans jugement, sans a priori. Soyez simplement observatrice dans l'accueil. Tranquillement, vous pouvez porter attention aux sons qui vous entourent. Vous pouvez commencer à mobiliser votre corps, les poignets, les chevilles, les épaules, le cou. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et lorsque vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux et peut-être partager vos ressentis, votre expérience à votre rythme. Alors j'en profite pour lire le message que Lucie m'a envoyé juste quand j'ai commencé l'exercice. Alors, peux-tu me dire un exemple quand mon fils explose en criant ? En ne voulant plus, je pense que tu as voulu dire, en ne voulant plus écouter ce que l'on lui dit, comment réagir pour qu'il s'apaise ? Alors si tu te souviens tout à l'heure, je te disais que justement, on n'a rien à faire finalement. Coucou ma sœur. On n'a rien à faire pour qu'il s'apaise, à part être présent et dans l'accueil, dire ok, c'est difficile pour toi. Et une fois qu'il s'est apaisé, on peut parler. C'est normal qu'il n'écoute plus en fait. Parce que quand il est dans l'émotion, il est coupé de son mental, il est il est surstimulé dans son corps en fait. Donc son cerveau, il est complètement déconnecté. Et nous,
en tant qu'adulte, on a tendance à vouloir toujours blablabla, à dire plein de choses, tu devrais faire comme si, non mais regarde, il a dit. Sauf que déjà en temps normal, surtout à 5 ans, il faut être succinct quand on dit quelque chose. Plus on va faire du blabla, moins il va écouter, il va déconnecter totalement. Et si en plus il est dans son état émotionnel, comme ça, là, de surcharge émotionnelle, il n'écoutera pas, ça c'est certain. Déjà nous-mêmes, quand on est en colère, on n'écoute pas forcément ce que disent les autres, parce qu'en fait on est dans nos filtres. Nous, même si on est dans le mental, on va être dans nos filtres, dans nos interprétations, tout ce qui va dire l'autre, même si c'est pour nous aider. Non mais tu vois, tu me dis ça avant. Donc en fait, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc effectivement, c'est normal qu'il n'écoute pas, et je pense que la seule chose c'est d'accueillir en fait, d'être vraiment dans cette écoute empathique et d'accueil, vraiment d'être dans l'accueil, de dire ok, là je vois que ça va pas. Aidez-le surtout, il faut les aider en fait les enfants à revenir dans leur corps, comme on l'a fait par exemple aujourd'hui, vraiment revenir dans le corps. Là je vois que c'est difficile pour toi, je suis là. Et après, même si nous on a envie d'expliquer, voilà. Après je sais pas quel est l'exemple exact là, si tu as un exemple d'une situation précise, mais vouloir lui parler à ce moment-là, c'est contre-productif en fait, parce que ça va le surcharger et ça va être même amplifier en fait son état émotionnel, parce que du coup il sait plus, ou même quand on lui dit mais pourquoi t'as fait ça, mais pourquoi, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu veux, en fait c'est blablabla, et ça le stresse encore plus. Parce que du coup il sait plus quoi répondre, il n'arrive plus à écouter, et ça le met en état de stress encore plus intense. Donc en fait je pense que c'est mieux d'arrêter de vouloir parler, expliquer, et juste lui dire, mettre de côté. Et c'est pas facile, parce que quand on est dans une attente particulière, parce qu'on est en retard, parce qu'on lui demande de mettre les chaussures rapidement, que d'écoute, non j'ai pas envie, machin, tout, et que ça part en cacahuète, on a envie que ça aille vite. Donc on n'a pas trop envie que la crise s'éternise. Donc on essaye de, soit de rassurer, soit de dire tout va bien, je vois que t'es pas trop d'accord, mais est-ce que... Et en fait, c'est contre-productif. Alors des fois, oui, il faut perdre un petit peu de son temps et dire... ok, je vais être dans l'accueil vraiment, je le laisse vivre, je suis là avec toi, je vois que c'est compliqué. Et on attend, l'apaisement il se fait tout seul, l'émotion elle se régule toute seule. C'est nous qui voulons absolument faire quelque chose, non, elle se régule. Si on observe, faites l'exercice, quand vous vivez une émotion, revenez simplement dans le corps en coupant le mental, vous allez voir qu'elle se régule toute seule l'émotion. Et après, on peut discuter, on peut essayer de comprendre, on peut essayer de verbaliser. Je ne sais pas si ça t'aura donné plus d'éclairage par rapport à ça. Après, c'est vrai, ça dépend des situations, mais le processus, en fait, c'est toujours plus ou moins ça. J'ai senti la gratitude partir de ma tête, puis ensuite prendre place, commentaire à sauter, dans tout mon corps. Merci pour la pratique et pour tes conseils avisés. Super, merci Marlène pour ton retour. Avec plaisir. D'accord, merci. Donc c'est important de laisser finir de vivre ses émotions débordantes. La seule chose, c'est que je dois être présente à côté de lui. Quand il s'appelle, je peux parler avec lui. Voilà, c'est un bon résumé. Pour ma pratique et ce que j'observe, c'est ce qui est le plus. Mais encore une fois, dans le concret, c'est pas toujours facile de le faire, parce qu'il y a les contextes à côté de nous, ce qu'on a décidé de faire dans notre journée, etc., de nos obligations. Qu'on a choisi aussi, mais qui du coup nous fait aussi être en état de stress. Et là, c'est toujours pareil, de revenir à nous. Pourquoi je suis stressée? Pourquoi ça me met en colère? Pourquoi voilà. Et pendant que lui, de toute manière, vit son émotion, on est présent, on peut dire je suis là, et revenir à soi. Et si il va peut-être sentir qu'on a été déconnecté à ce moment-là, ou peut-être pas, parce que lui sera dans son émotion. Une fois qu'on est revenu dans notre corps, tu dis voilà, ouf, moi aussi c'était compliqué de montrer qu'on est en train de réguler aussi notre émotion, et de dire voilà, maintenant je suis pleinement à toi. Et de faire ce travail-là d'accompagnement, d'empathie, une fois que nous aussi on est à l'intérieur en sécurité et apaisé. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura aussi apporté. Merci à vous les filles d'avoir été là. Je suis très contente d'avoir pu répondre à vos questions, d'avoir fait cette petite séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien du coup. Et n'hésitez pas à le refaire. Vous savez que tout, en fait, l'objectif c'est de refaire. Tout ce qu'on peut partager, c'est de le mettre en pratique et de le refaire. Comme nous, on a été conditionnés depuis notre enfance à un fonctionnement, c'est de revenir à un nouveau
fonctionnement. Je le disais tout à l'heure, on dit déconditionner, oui, mais il faut se reconditionner à quelque chose pour que l'autre conditionnement ne soit plus valable et qu'on ait un nouveau mode de fonctionnement. Donc, refaites les exercices, retestez, même si vous avez l'impression que ça ne marche pas, ayez confiance que ça va fonctionner. Merci pour ce live, avec plaisir. Le plus difficile à gérer, c'est quand cela arrive et qu'il y a du monde autour. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire d'ailleurs, tu vois, j'ai oublié dans mon explication. Outre la famille, des proches, c'est très difficile le regard des autres. Mais en fait, quand on se rend compte qu'on ne peut pas gérer les pensées des autres, le jugement des autres, et que le jugement des autres, il est là par rapport à leurs croyances, leurs conditionnements, leurs blessures. Notre priorité, c'est quoi ? Demande-toi, c'est quoi ma priorité ? Et je pense que tu vas me répondre, la priorité, c'est mon enfant à ce moment-là, c'est mon fils, c'est moi, c'est ma relation à mon fils. Donc les autres, on s'en fiche. Donc le but, c'est d'arriver, et toujours pareil, hein, quand je vous partage quelque chose, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, par contre je vous invite à tester, et je ne dis pas non plus que c'est facile à faire tout le temps. Parce qu'il y a des fois, encore une fois, selon notre état à un moment, on n'est pas toujours en capacité encore de le faire. Donc c'est d'observer, d'être conscient aussi de notre état à ce moment-là. Mais d'arriver à faire une bulle. Et si on n'arrive pas à faire outre de ce qui se passe autour, d'arriver à s'extraire, prendre l'enfant à ce moment-là et de dire ok, je viens avec toi. Donc c'est pas l'idée je l'isole toute seule, allez va dans ta chambre, te calmer, tu reviendras. Non, pas du tout. C'est je vais avec mon enfant pour être présent avec lui et on revient quand on est apaisé tous les deux. Parce que je l'ai accompagné. Et au moins les autres, ils ne voient pas ce qu'on dit, ils voient pas, parce que je sais que c'est difficile. Bon, des fois, on ne peut pas non plus partir de l'endroit, mais bon, on peut toujours s'éloigner. Et au moins, les gens ne nous entendent pas forcément. Et là, on peut être focus sur ce qu'on veut vraiment, sur nos valeurs, sur ce qu'on veut transmettre à notre enfant et l'aider en fait. Parce qu'il y a toujours, rappelez-vous aussi qu'il y a toujours une notion de besoin derrière l'émotion. Donc d'aller comprendre le besoin derrière l'émotion. Pourquoi il a bloqué à ce moment-là notre enfant ? Pourquoi il ne veut pas faire ce qu'on lui demande ? Quel était son besoin ? Est-ce qu'il avait envie de se divertir à ce moment-là et que du coup on le coupe dans son besoin et ça le frustre ? Quel est son besoin derrière ? C'est hyper important. Merci pour tes conseils, ils sont très précieux, avec plaisir. Et si vous avez envie d'aller plus loin et que vous avez envie, n'hésitez pas à réserver une séance. Vous savez que je fais des séances offertes. On se fait un appel et on voit un petit peu votre situation plus particulièrement. Au moins, on peut travailler sur ces points-là, voir ce qu'on peut faire. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous savez que vous pouvez rejoindre soit le programme en groupe qui va démarrer bientôt. Je n'ai pas encore choisi de date précise, mais elle va bientôt démarrer. Donc, ça sera des séances comme ça, collectives, toutes les semaines, avec des outils déjà aussi préenregistrés que ça, vous aurez accès en illimité. Il y aura des ateliers sur la parentalité, sur l'éducation sexuelle, sur la prévention justement des abus, sur la relation parent-enfant et surtout sur notre bien-être en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que maman. Pas forcément que sur la parentalité, pour le coup, hein, là ça viendra toucher vraiment notre être. Tu parlais du jugement des autres, justement, ça fait partie des choses souvent qui reviennent. Sur la communication aussi, comment communiquer aux autres nos valeurs, de le faire en n'étant pas forcément dans la « il faut qu'on fasse ça », machin, voilà. C'est d'être vraiment dans une relation, que ce soit aux enfants comme aux adultes, plus saine et surtout en priorité en passant par une relation saine pour nous. Donc c'est des moments où on va se retrouver comme ça pour faire de la sophrologie, pour faire des coachings. Donc voilà, c'est sous forme d'abonnement. Quand vous pensez que ça vous suffit, vous n'avez plus envie de prendre ces moments-là, vous pourrez arrêter l'abonnement. Et sinon, tant que ça vous plaît et que vous voulez rester avec nous, avec le groupe, continuez à prendre ces moments pour vous, pour expérimenter, pour continuer à vivre ça avec nous. Ben, vous pourrez continuer. Sinon, vous savez qu'il y a les accompagnements individuels. Voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt.